Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Mali, au moins 4 militaires ont été tués dans une embuscade dimanche dans le nord du pays. L'attaque est survenue lors des élections municipales. Le convoi a été pris pour cible par des djihadistes alors qu'ils transportaient des urnes en vue du dépouillement. Nous retournerons au Cameroun 1 mois après la catastrophe ferroviaire. Les conclusions du rapport sur le déraillement sont attendues, mais des défaillances techniques sont pointées du doigt, comme vous le verrez dans le reportage exclusif de nos correspondants. Et puis enfourchez vos vélos, nous irons au Rwanda, dans le Bugesera. Ici, plus qu'ailleurs, de nombreuses femmes fondues de roues, une particularité culturelle de cette région du sud du pays. Mais d'abord, le Mali organisait dimanche ses premières élections depuis 2013, des élections communales sur fond de violence et d'intimidation, en particulier dans le nord du pays, de quoi dissuader bon nombre d'électeurs de se rendre aux urnes. Certains ont même été empêchés de voter. Et puis alors qu'ils transportaient des urnes, 4 soldats maliens ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes. Les détails de notre correspondant François Riouet. Après avoir été repoussé à 4 reprises depuis 2014, le vote pour les élections communales maliennes a donc bien eu lieu. Mais le déroulement de la journée a confirmé les craintes et les réserves formulées depuis plusieurs semaines par l'opposition politique. Résultat, un scrutin émaillé de violence et d'exactions, comme a pu le constater Demba Tunkara, coordinateur d'un réseau d'observateurs électoraux, plus de 750 sur le terrain. Le scrutin a pu se dérouler de Caille jusqu'à certaines zones de Tombouctou, disons de Tombouctou, de Gao, de Mopti. Mais par contre, il y a des cercles de Tombouctou, de Gao, où vraiment les scrutins n'ont pas pu avoir lieu, dû à des tensions entre des groupes ou des populations qui n'étaient pas prêts pour les élections, où des matériels électoraux ont été brûlés. Sur les 703 communes, il était prévu qu'il y ait des élections sur les 688. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de voir qu'une cinquantaine n'ont pas pu voter. Outre les attaques directes rapportées contre des bureaux de vote dans le nord et le centre du pays, là où en tout cas le scrutin a pu se tenir, des cas d'intimidation par des groupes armés ont également été rapportés. Enfin, un convoi de l'armée malienne dans le centre du pays, entre Bambara-Maoundé et Douanza, est tombé dans une embuscade. Bilan 4 morts au moins et 4 blessés selon le ministère de la Sécurité intérieure. Et puis sachez qu'on a appris l'arrestation de l'une des épouses de Mokhtar Belmokhtar. La jeune femme de nationalité tunisienne a été arrêtée en Libye, près de Sirte. Asma Kadoussi serait recherchée en Tunisie pour crimes terroristes. L'épouse du chef du groupe djihadiste El Morabitoun détiendrait de nombreuses informations. En Libye, justement, où 4 personnes ont péri lors de l'explosion d'une voiture piégée. Cela s'est passé à Benghazi, devant l'hôpital Al-Jallah. La ville est le théâtre depuis plus de 2 ans de combats quotidiens entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et des milices islamistes qu'elle tente de chasser de la ville. Le gouvernement japonais a autorisé les forces déployées au Soudan du Sud à défendre les camps de l'ONU en cas d'attaque par des insurgés. Jusqu'à présent, les soldats ne pouvaient utiliser leurs armes que pour répliquer à des attaques les visant. Le nouveau contingent est arrivé lundi à Juba. Le récit en images de Nicolas Germain. Un moment historique pour ces casques bleus japonais. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils pourront utiliser des armes pour protéger des civils, le personnel onusien et eux-mêmes. La constitution japonaise interdit l'usage de la force pour régler des conflits internationaux. Mais le gouvernement l'a réinterprété pour que ses troupes aient le droit de tirer dans certaines situations. Une décision très controversée jugée anticonstitutionnelle par beaucoup de Japonais. Les 350 soldats remplacent un autre contingent japonais qui, lui, n'avait pas le droit d'utiliser des armes. La mission de l'ONU compte au total 12 000 hommes. Elle a été accusée de ne pas assez protéger les civils. Les Japonais arrivent dans un pays en pleine crise. La semaine dernière, le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide a lancé un signal d'alarme. J'ai vu tous les signes que cette situation de haine entre ethnies où des civils sont assassinés pourrait devenir un génocide si rien n'est fait pour l'empêcher. J'incite vivement le Conseil de sécurité et les États membres de la région à s'unir pour prendre des mesures immédiates. La guerre civile, essentiellement interethnique, a éclaté en 2013 lorsque le président Salva Kiir a limogé son vice-président Riek Machar. L'an dernier, un accord de paix a été signé,
Machar est retourné à Djouba en avril, mais il a fui de nouveau après la reprise des combats en juillet, et depuis les violences se poursuivent. Il y a tout juste un mois survenait la catastrophe ferroviaire au Cameroun. Le bilan officiel fait toujours état de 79 morts. 26 personnes restent hospitalisées, dont 5 dans un état désespéré. Le pays attend les conclusions de la commission d'enquête mise en place par le président Paul Biya, qui devrait lui rendre son rapport d'ici la fin de la semaine. Une enquête qui a mis au jour plusieurs défaillances de sécurité, comme nous le révèle cette enquête exclusive de nos correspondants Patrick Fandio et Zigoto Chaya. Sortie du ravin, la carcasse d'un des 4 premiers wagons a s'être détachée lors du déraillement du train 152. Des wagons soulevés pour s'assurer qu'aucun autre corps n'est resté coincé sous la rame. Témoin de la scène, le Premier ministre camerounais et plusieurs de ses ministres à la tête de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ce drame. C'est des wagons qui étaient dans le ravin et qui donc se sont détachés. Sur le site, Benoît Essiga, ex-conducteur de train, devenu un expert ferroviaire sollicité par les enquêteurs. C'était effroyable, quoi. Vous voyez, tous ces dégâts montrent n'est-ce pas, la violence de cette chute-là. Vous voyez les chaises qui sont arrachées, les tôles qui sont totalement déchirées. Et donc, c'était violent. Un choc violent pour un train surchargé. D'après un document interne que nous nous sommes procurés, la rame était composée de 17 wagons pesant 675 tonnes. Or, selon les propres instructions de l'opérateur ferroviaire Camrail, la charge d'un train voyageur ne pouvait excéder 650 tonnes. Le conducteur a donc dû obtenir cet ordre spécial de sa hiérarchie pour quitter la gare en surcharge. Alors ça c'est 332, alors il était là. D'après les calculs de l'expert, 8 wagons supplémentaires ont été rajoutés à la hâte le matin du drame. 8 voitures de fabrication chinoise comme celle-ci, dépourvues d'un système de freinage adéquat. Ce qui est constant, c'est que le système de freinage est à l'origine de ce drame et c'est ce qui a provoqué l'excès de vitesse qu'on a observé. Cette portion de voie devait être traversée à 40 km/h et malheureusement, la rame est arrivée à 96 km/h. Sur une de ces portions, cette voie ferrée présente une particularité géomorphologique qui en fait l'une des plus dangereuses au monde, avec une pente raide sur plus de 38 km. Une descente abrupte, presque à pic, empruntée par ce train avec à bord plus de 1500 passagers et un système de freinage défectueux. Au bout, une folle course et une catastrophe qui, de l'avis de nombreux experts ici, était largement prévisible. Le matin même du drame, une inspection sur le train faisait déjà état d'un manque de freinage sur la locomotive et d'une usure complète des semelles de frein, de quoi nourrir le rapport d'enquête et le procès en responsabilité de Camrail, filiale du groupe Bolloré, visé par plusieurs plaintes déposées au Cameroun et en France. Allez, un peu de sport à présent. Le Tour du Rwanda, l'épreuve cycliste réputée comme la plus difficile du continent, s'est achevé hier. Malgré un plateau relevé avec notamment la présence des Érythréens et des Éthiopiens pour la 3e année consécutive, c'est un Rwandais qui termine avec le maillot jaune. Valence Ndaisenga devancé ses concurrents. Ce jeune de 22 ans, déjà vainqueur de l'épreuve en 2014, est devenu professionnel depuis l'année dernière en ayant intégré l'équipe Team Dimension Data, la première formation du continent à avoir participé au Tour de France en 2015. Et on reste au Rwanda pour vous parler de cette particularité culturelle du Bugusera dans le sud du pays. Il n'est pas rare d'y croiser une femme sur un 2 roues. La tradition veut que lors des mariages, la dot de la fiancée soit un vélo. Rencontre avec les petites reines du Bugusera, un reportage de notre correspondant Thaïs Brook. Dancy calcule les distances en coups de pédale. Elle enfourche sa bicyclette pour aller au marché ou au champ. Une habitude qui semblerait saugrenue ailleurs dans le pays, mais banale dans le Bugesera. Ici, dans le Bugesera, ce n'est pas bizarre de voir une femme sur un vélo. Mais par exemple, une fois, je suis allée à Bichumbi, c'est un endroit pas très loin d'ici, et les gens se moquaient de moi, ils me regardaient, ils rigolaient. Et même les étrangers qui viennent chez nous sont très surpris. Le Bugesera est une région sèche et les points d'eau sont éloignés des habitations. Les femmes ont apprivoisé la petite reine pour leur corvée d'eau quotidienne. Les voisins de Dancy se sont mariés il y a 7 ans. La dot de l'épouse, un vélo évidemment.
Lors du mariage, ce qui est important, c'est d'amener un vélo au mari, à la famille. Parce qu'avec un vélo, on peut aller à l'hôpital, on peut aller chercher des choses au marché. Dans la région, les vélos-taxis sont légion. C'est le principal moyen de locomotion. Mais c'est un emploi d'homme. David Nyonsenga habitait de l'autre côté du pays avant d'arriver ici. La première fois que je suis arrivé dans le coin, en voyant une femme sur un vélo, je trouvais ça très étrange, très surprenant. Mais au bout d'un moment, je me suis habitué. Les femmes du Bugesera l'assurent, leurs 2 roues les rendent fières et surtout indépendantes. Et pour finir, direction l'Ouganda, des centaines de danseurs et de danseuses de breakdance venus de toute l'Afrique de l'Est se sont donné rendez-vous à Kampala pour la finale du Breakfast Jam. Ils n'ont eu que quelques minutes pour faire la démonstration de leur talent devant une foule en liesse. Et après délibération, c'est finalement le groupe de danse tanzanien Hit the Beat qui a été couronné champion de la compétition. Voilà, on se quitte sur ces images. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans 3 quarts d'heure pour une nouvelle édition. Tout de suite, retrouvez Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.